Maintenant, on n'a plus d'excuses pour dire qu'on n'a pas mis la mention, tout ça. C'est fini. Il n'y a plus d'excuses pour personne. Maintenant, on sait. Autant en être fier et de mettre clairement en application tout ce qu'on a pu apprendre pendant le certificat. Bonjour et bienvenue sur Influence Corner. On se retrouve dans cette capsule spéciale pour parler d'influence responsable avec le soutien de l'ARPP. Je suis Myriam. Et je suis Lisa. On est communicante spécialiste de l'influence sous toutes ses formes. L'influence a beaucoup évolué ces dernières années et il y a de plus en plus de dérives. Il faut agir collectivement avec les marques, les agences et les influenceurs. Alors que l'année dernière, une collab sur 4 n'était pas mentionnée, aujourd'hui, selon le dernier observatoire de l'influence responsable de la RPP, on apprend que 83% des contenus montrent au moins un début d'identification. C'est mieux, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir pour assurer une protection plus complète des audiences en ligne. Avec la RPP, on milite pour une influence plus transparente et plus responsable. C'est pourquoi on a décidé d'en parler cash dans ce podcast. Et qui de mieux pour en parler que les premiers concernés, les influenceurs. Dans cette série spéciale, on est parti à la rencontre de créateurs de contenu qui viennent d'univers très différents. Mode, lifestyle, voyage. Ils rassemblent des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, Instagram ou encore TikTok. Et ils ont un point commun, ils sont responsables et éthiques dans leur création de contenu. Qu'ils aient découvert le certificat de l'influence responsable récemment ou que ça fasse partie de leur démarche depuis le début, on a voulu les laisser raconter leur histoire, leur parcours et leur cheminement vers une influence plus éthique. Ils ont une voix et ils ont choisi de la porter dans ce podcast à leur manière, ce qui rend chaque épisode unique. Cette série de podcasts a été rendue possible grâce à la RPP, l'organisme de déontologie publicitaire en France qui réunit les marques, les agences, les médias et les plateformes. Ensemble, ces acteurs ont mis en œuvre le certificat de l'influence responsable dont on va parler dans ce podcast. Retrouvez un épisode tous les 2 jours et abonnez-vous pour ne rater aucun témoignage. Une production originale de Myriam Ouni et Lisa Omarin. Bonne écoute! Je m'appelle Léa Camilleri, je suis créatrice de contenu depuis 2012 et tout réseau confondu, j'ai à peu près 1 million d'abonnés. Je pense qu'on m'a définie comme créatrice de contenu en 2012, puisque c'est la date de création de ma chaîne YouTube. À l'époque, j'avais pas beaucoup de réseaux sociaux, j'en avais qu'un, c'était YouTube. Mais avant ça, je faisais déjà des vidéos depuis que j'avais 15 ans. Donc au final, j'ai juste l'impression que c'était la continuité de ce que je savais déjà faire. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas de réseau pour les poster. Donc en soi, on peut dire que je suis créatrice de contenu depuis 2012, mais je faisais déjà ça depuis un bon moment. Le type de contenu que je faisais il y a 20 ans, il n'était pas si différent de ce avec quoi j'ai commencé au final. Parce que ce que j'aimais faire, c'était des parodies et des sketchs. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos avec ma webcam et mes copines. Et je ne sais pas pourquoi on s'est mis dans cette mouvance de pouvoir faire nos vidéos et les monter sur Windows Movie Maker. C'est l'époque où on pouvait avoir facilement un ordinateur à la maison, des ordinateurs fixes, je précise. Et du coup, on avait tout à disposition pour créer du contenu. En fait, avant ça, on jouait avec des appareils photo jetables. Là, on avait vraiment un truc où on pouvait recommencer à l'infini. On pouvait le monter, on pouvait se le montrer. Mais on se disait juste que c'était infini comme possibilité. Donc, tous les mercredis, on faisait des vidéos et le week-end, et on faisait des parodies de la Star Academy. Ou alors, on reprenait des sketchs qu'on aimait bien, mais on les reprenait mot pour mot. Je ne sais pas pourquoi on faisait ça. Par exemple, des sketchs de Jamel et Gad Elmaleh. On était fans et du coup, on refaisait tout pareil et on trouvait ça nous éclatait, on trouvait ça génial. Et donc, pour en revenir à la création de contenu, ma toute première vidéo sur ma chaîne, c'était une vidéo qui s'appelle Les jeux de société. On est en 2012 et c'est la toute première chose que j'ai montrée à des gens que je connaissais pas, parce qu'avant ça, je montrais pas mon travail, ou en tout cas, je montrais même pas aucune vidéo que j'avais pu faire auparavant. Donc, elle a vraiment spécialement été conçue pour YouTube. Elle a été faite pour être postée. Voilà, c'est pas quelque chose que j'avais créé avant et que j'ai posté ensuite. Alors, faut se remettre dans le contexte qu'en 2012, on ne vit pas du tout de YouTube. C'est pas un métier à proprement parler. Déjà, quand on dit aux gens, je fais des vidéos sur YouTube, c'est vraiment, on sent que c'est le brouillard dans le cerveau des gens. Et il y a surtout un regard presque un peu péjoratif, parce que pour eux, c'est pas un métier. J'ai eu la chance de tomber sur des gens extrêmement bienveillants à cette époque-là qui me disaient, ah, mais c'est génial, c'est super, mais c'est un hobby. Et des gens qui comprenaient pas du tout, et auquel cas, je me suis dit, même moi, je comprends pas ce que je fais de toute façon, donc c'est pas très grave. Mais il faut se dire que quand on commence sur YouTube à cette époque-là, on ne sait pas ce que ça peut devenir. En fait, on sait juste qu'on a envie de partager ce qu'on fait, ce qu'on aime, créer de la vidéo ou de la photo, peu importe, mais on a envie de partager quelque chose. Peu importe ce que ça devient, il n'y a pas d'enjeu à cette époque-là, parce qu'il n'y a pas d'argent en jeu.
On peut gagner de l'argent parce que les vues YouTube nous rémunèrent, mais il faut savoir que, encore une fois, à cette époque-là, on est loin des millions de vues qu'on peut faire assez facilement aujourd'hui. Il y avait moins de monde sur YouTube en tant que créateur. Il y avait aussi moins de monde en viewer. Et donc, tout était encore vraiment possible. Donc, je gagnais un tout petit peu d'argent avec les premières vues que j'ai pu faire. Et le taux de clic, enfin, le taux d'argent que tu pouvais gagner par clic sur la publicité était plus important avant. Donc, au final, il y avait moins besoin de faire beaucoup de vues pour pouvoir se rembourser au moins la création de sa vidéo. Mais moi, personnellement, je n'avais pas de quoi en vivre. Je vivais chez ma mère, je faisais des vidéos dans mon salon. Et voilà. Mais je pense que ça a pris un tournant créateur de contenu, au moment où les gens ont commencé à nous mettre des étiquettes comme influenceurs ou youtubeurs, au moment où les marques ont commencé à s'intéresser à ce média-là, puisqu'avant, c'était vraiment les médias traditionnels qui prenaient les contrats, entre guillemets, donc c'était de l'affichage, de la pub télé ou de la pub radio. Mais on a commencé à sentir, je pense, 2013-2014, les marques ont commencé à s'intéresser aux youtubeurs et à vouloir placer leurs produits dans les vidéos, chose que moi, j'ai pas fait à ce moment-là, parce que j'étais pas prête. J'ai l'impression que... Et puis, c'était assez mal vu aussi à l'époque. Ça veut dire qu'on vendait un petit peu son contenu, chose qui, à mon sens, n'est pas vraie aujourd'hui, avec du recul. Mais à l'époque, moi, je me sentais pas encore assez à l'aise pour permettre à une marque d'être accolée à mon travail. Mais ça commençait déjà à devenir un métier, ça commençait déjà à devenir une petite source de revenus. Mais les prix pratiqués peut-être à l'époque étaient encore hyper flous parce qu'on ne savait pas à quoi ça correspondait en termes de retombées pour les marques. Et nous, il fallait quantifier notre travail, il fallait lui donner un prix. Donc, c'était extrêmement compliqué. Donc, on a été très frileux, en tout cas, les youtubeurs ont été très frileux à commencer à faire des collaborations à cette époque-là. Ma première collaboration, elle est un peu atypique dans le sens où, encore une fois, je pensais pas pouvoir travailler avec des marques ou des entités. Pour moi, j'étais encore trop jeune. Mon contenu était encore trop neuf. Et j'ai eu quand même la chance d'être contactée un jour par une agence toulousaine. À l'époque, moi, je vis encore à Toulouse et je crée tout mon contenu à Toulouse, qui vient de remporter un appel d'offres. Et l'appel d'offres était d'un client qui s'appelle Eau Précieuse. Donc, Eau Précieuse, à l'époque, j'étais pas si vieille, donc ça pouvait encore coller, qui est pour l'acné et les boutons des jeunes garçons et des jeunes filles. Et ça collait parfaitement avec mon univers qui était très junior à cette époque-là. D'ailleurs, mon blaze sur YouTube, c'était Léa encore junior. Et je pense qu'ils ont sauté sur l'occasion en se disant « Ah, ça colle !» Et ils sont venus vers moi en me proposant non seulement pas un placement de produit ou quoi que ce soit, ils voulaient vraiment un contrat à l'année. Et ils voulaient carrément un contrat d'égérie où je pouvais représenter la marque à travers des petits sketchs qu'ils allaient produire eux-mêmes avec une société de production. Et ma tête sur les PLV dans les pharmacies et sur les bouteilles d'eau précieuse. Donc, en fait, je comprenais pas vraiment ce qui se passait parce que à l'époque, moi, j'étais de toute façon de l'autre côté de la barrière puisque j'étais graphiste et je travaillais dans une agence. Et donc, je voyais ce type de projet passer, mais moi, j'étais de l'autre côté. J'étais côté produit fini. Dès qu'il fallait, le projet avait été ficelé et voilà, j'étais en bout de chaîne. Fallait faire les graphismes, parfois sur de la vidéo, parfois sur de l'édition. Mais en gros, j'avais jamais pensé me retrouver de l'autre côté de la barrière. Et donc, j'étais un peu étonnée parce que c'était immense pour moi. C'était très, très gros. J'avais jamais travaillé avec une marque avant. Donc, c'est arrivé très vite, très fort. Mais par contre, très vite, ils ont compris qu'il fallait m'impliquer dans le projet, de me permettre d'écrire, d'avoir mon mot à dire, de faire vraiment une collaboration dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de créer un contenu ensemble, d'être fiers ensemble de ce qu'on avait fait. Et du coup, pendant 1 an, j'ai fait des sketchs avec Eau Précieuse où on montrait la vie d'une jeune fille dans plein de situations, au camping, en stage, peu importe. Et c'était incroyablement drôle à faire et cool. Et j'avais pas l'impression de travailler puisque c'est déjà presque ce que je faisais moi dans ma chambre. C'est juste que là, du coup, il y avait une équipe de tournage avec moi. Donc très vite, j'ai eu accès à comprendre comment fonctionnait une équipe de tournage, que c'était pas si simple, qu'il y avait des horaires très contraignants, que c'était beaucoup de boulot. Et ça a été formateur très vite, c'était très intense. Et donc voilà, moi j'ai mis les pieds dans le plat, les 2 pieds dans le plat en 2013, quoi. La chance que j'ai eue au moment
où cette opportunité de contrat d'égérie s'est présentée à moi. Je venais de signer dans une agence de représentation de talent de Daphné Tavo, donc qui est la sœur de Norman, qui à l'époque, j'avais vraiment pas beaucoup de vues sur YouTube et qui avait vu en moi peut-être quelque chose où elle pensait qu'on pouvait faire plein de choses, aller plus loin, m'aider à créer aussi du contenu pour rendre tout ça peut-être plus professionnel. Et donc, j'ai pu venir vers elle avec ce contrat en disant, voilà ce qu'on me propose, je ne sais pas trop ce à quoi ça correspond. Et elle a tout pris en main en m'expliquant tout, en prenant le contrat en main, en relisant, en changeant des clauses, etc. Donc, j'étais très, très bien accompagnée sur le légal, entre guillemets, et donc valoriser mon image aussi à travers des PLV, etc. Moi, j'aurais jamais su quantifier combien ça coûtait. Il y a des droits à l'image. Moi, je n'avais jamais été confrontée à tout ça. Donc, c'est tombé au super bon timing où j'ai pu être bien accompagnée des deux côtés, dans la création pour la marque Eaux Précieuses et aussi dans le contrat et tout ce qui était légal, pour être tranquille et puis pour gagner de l'argent qui me permettra de continuer à faire mon travail. Donc, c'était le but. Alors, le premier contrat, il permet de gagner, pour la première fois de ma vie, de l'argent grâce au fait de créer des vidéos, parce que j'avais toujours pas mis de mots dessus sur ce métier-là. Et donc, je pense que très vite, la décision est prise de monter à Paris pour pouvoir vivre là-bas. Je rappelle que je vis chez ma mère à l'époque et qu'il est grand temps que je m'en aille. Et donc, je trouve un petit appartement à Bagnolet vraiment, vraiment pas cher. Le but, c'est de garder un peu d'argent de côté aussi pour pouvoir tenter ma chance à Paris. Parce que mon but ultime, maintenant que j'ai vu comment fonctionnait une équipe de production, etc., j'ai envie d'avoir du contenu qui est beaucoup plus produit. Parce que faire des vidéos dans sa chambre, c'est trop chouette et ça reste l'essence même de ce que j'aime faire. Mais j'aime aussi, et je suis très curieuse de savoir comment se passent des tournages et je suis très galvanisée par le fait de travailler en équipe. Très vite, je me dis, ce que j'aimerais, c'est rejoindre un collectif. À cette époque-là, il y en a deux très importants qui sont de deux chaînes de télé différentes. Donc, Canal+, qui a créé le Studio Bagel, et M6 qui a créé Golden Moustache. C'est des contenus qui sont très différents et c'est un peu pas deux équipes qui sont en concurrence parce qu'au final, tout le monde était ami avec tout le monde, mais c'est quand même des contenus qui sortent souvent en même temps. Donc, il y a il n'y a pas de compétition, mais il y a quand même un petit truc de surenchère de quel type de contenu va être produit. C'est souvent, de toute façon, c'est des sketchs. Mais voilà, donc Canal qui a les youtubeurs comme Ivy, Kinatou, Jérôme Niel, etc. Et de l'autre côté, M6, c'est des têtes d'affiche qui sont peut-être un peu moins connues. Mais il y a ce côté qui m'a séduite tout de suite, ce côté très poétique dans l'écriture des sketchs. Alors bien sûr, parfois, ça reste des sketchs, mais j'ai très vite senti qu'il y avait une petite sensibilité qui me parlait dans la façon de traiter et l'écriture des sketchs et la réalisation. Et je me suis dit, c'est exactement là où j'ai envie d'aller, je veux y aller. Et j'ai attendu un petit peu d'écrire plein de choses et d'avoir des choses à présenter pour demander à rejoindre le collectif. J'ai présenté ce que j'avais écrit et on m'a autorisé à rejoindre le collectif. Il était essentiellement composé d'hommes, donc c'était très intimidant. Et globalement, le monde de YouTube était, à cette époque-là, composé beaucoup d'hommes, et surtout dans le divertissement et l'humour. Donc, vraiment, il fallait un petit peu montrer patte blanche et il fallait faire ses preuves. Donc, c'était un peu intimidant. Et d'un autre côté, je me disais, challenge accepted. Je vais tout donner. Et du coup, j'ai pu réaliser assez vite mon tout premier sketch qui s'appelait La Routine, qui était un sketch autour du deuil d'une rupture amoureuse. Et ça reste à ce jour une des plus belles expériences parce que j'étais encore toute fraîche, toute neuve. Et c'était vraiment un très, très bon moment. Et c'est un petit tournant aussi dans ma carrière parce que je me suis dit, je veux faire ça. Je veux écrire ce genre de choses. Quand on commence à créer des contenus qui sont produits, la question se pose très très vite du business model autour et de comment financer ce genre de sketch. Par exemple, Golden Moustache, on avait un budget très très limité. Vraiment, on n'était pas du tout on n'avait pas du tout un budget limité pour créer nos sketchs. Au contraire, donc il fallait faire un peu avec ce qu'on avait, mais c'était déjà mieux que ce que nous on pouvait faire chez nous avec 0 €. Donc assez rapidement, on s'est posé la question des collaborations entre les marques et les collectifs. Studio Bagel commençait déjà à en faire. Golden Moustache a commencé à
en faire aussi, puisqu'évidemment, ça reste M6, donc il y a une régie aussi publicitaire qui va avec M6. Donc, tu peux avoir accès à des marques qui débloquaient des gros budgets. Je pense notamment à Fanta, avec pas mal de youtubeurs à cette époque-là, qui permettaient vraiment de rendre possible des réalisations qui étaient impossibles avec 0 €, clairement. Donc, on commence à faire des partenariats via le collectif avec des marques, mais à cette époque-là, il fallait que ce soit le plus subtil possible, que ça s'intègre parfaitement dans la vidéo. Il fallait que ce soit transparent. À cette époque-là, c'était encore un peu mal vu de faire des collaborations parce que ça voulait dire qu'on gagnait de l'argent avec ça. Donc les gens n'étaient pas encore tout à fait prêts à se dire qu'on pouvait gagner d'un tweet comme ça. Je pense que ça a pris un peu de temps. Donc on essaie de rendre ça le plus subtil et le plus smooth possible. Mais il n'y avait pas encore cette notion de savoir si on devait être très transparent par rapport à la collaboration, etc. Moi, je trouve que ça se voyait vraiment et qu'il n'y avait pas d'ambiguïté sur la collaboration. Mais c'était beaucoup moins transparent que maintenant parce que tout simplement, c'était pas encadré. Personne ne venait nous dire il faut faire ci, il faut faire ça comme ça. La marque nous disait nous, on aimerait être mise en avant comme ça, mais il y avait personne qui régulait en venant nous voir en nous disant on comprend pas très bien quelle est la nature de votre collaboration entre la marque et le contenu. Donc à cette époque-là, c'est encore très flou, mais il y a déjà cette envie d'être assez transparent sur le fait que voilà, ça nous permet de créer des choses, donc autant en être fier. Quand je suis chez Golden Moustache, j'y reste à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et à cette époque-là, vu que réaliser des sketchs, c'est une petite partie de ce qu'on fait. Au final, on écrit tout le temps. On écrit tout le temps. On confronte ses idées aux autres. Et donc, à cette époque-là, je me dis, mon destin, c'est d'être auteur. Autrice. Et je sais pas ce qui me fait dire ça, en fait, parce que j'oublie complètement la partie réalisation de vidéos et j'oublie même complètement la partie créer du contenu pour ma chaîne. Je me dis, écrire pour les autres, c'est peut-être pour ça que j'ai fait tout ce petit cheminement. Et M6 me propose de rejoindre un pool d'auteurs pour une série sur M6 que je rejoins avec plaisir en me disant c'est exactement là où il faut aller, une porte s'ouvre, il faut y aller, c'est le destin. Et donc pendant quelques mois, je fais partie des pools d'auteurs et je ne fais que écrire. J'écris, je regarde énormément de comédies américaines, beaucoup de séries, je m'inspire parce que c'était une série qui devait être comme un petit Friends à la française. Il n'a pas vu le jour d'ailleurs. Et donc je baigne dans ce truc de me dire voilà, il faut trouver les meilleures situations, les meilleurs sketchs, les meilleures punchlines. Et voilà, je me dis c'est ça que je veux faire. Et quelques mois passent et je me dis t'as complètement oublié ce pourquoi t'avais commencé ce métier. T'as complètement oublié. En fait, c'est plutôt les gens autour de moi qui me le font remarquer. Parce que j'ai complètement déserté ma chaîne et à l'époque, ça se fait pas trop. Je pense que les gens abandonnent pas leur chaîne comme j'ai pu le faire. Et je me disais, mais non, c'est juste cool en fait. J'ai juste réussi à faire là où j'avais envie d'aller. Et c'est le fait qu'on me le fasse remarquer où je me dis, peut-être, j'avoue, je fais plus rien pour moi en fait. Et donc, je me dis, mais rien ne t'empêche de faire les deux, sauf que ça devient invivable d'avoir 2 casquettes. Et je décide de quitter le navire de l'écriture et me dire ce serait bien de mettre cette écriture à profit pour faire du contenu sur ta chaîne. Je reviens avec une vidéo qui s'appelle la vidéo des 2 ans sans vidéo sur ma chaîne et qui explique un peu pourquoi j'étais plus là pendant 2 ans, mais c'est juste pas que j'étais pas là, c'est juste que je faisais autre chose qui se voyait pas. Du coup, j'étais dans l'ombre. Et là, je recommence à créer du contenu sur ma chaîne. Et là, j'avais jamais voyagé de toute ma vie. Et puis, ça se faisait pas trop de changer son contenu de thème à cette époque-là aussi, parce qu'on avait très peur de perdre les gens qui nous aiment plus du tout pour la même chose, etc. Mais pour la première fois de ma vie, je décide de partir en vacances. Je prends un long courrier pour aller au Mexique. C'était la première fois que je prenais un avion qui mettait aussi longtemps. Et je pars avec mon copain de l'époque. Et c'est, même en l'organisant, c'est les plus belles vacances de ma vie. Et j'avais des envies très précises. Je voulais voir des tortues marines. C'était mon rêve, c'était mon animal préféré. Donc, j'y vais avec un but bien précis, c'est voir des tortues. Et je filme, du coup, de l'aéroport au départ jusqu'à la fin de mon séjour, je filme tout. Tout. Je me rends compte que des fois, je filme des trucs dont je suis pas très fière, comme le fait
d'appartenir parfois à du tourisme de masse, sauf que je m'en rendais pas du tout compte. J'avais l'impression que ça se passait comme ça et qu'il fallait que ça se passe comme ça, sinon tu voyais rien. Mais je commence à comprendre que ça me convient pas trop, que ce que je filme, je suis pas raccord avec ce que je vois ni avec ce que je ressens. Mais comme c'est mon premier voyage, ben voilà. Du coup, je rentre à Paris et je décide d'en faire un vlog. À l'époque, vlog, c'était relayé comme un contenu secondaire. Vlog, c'était vraiment, tu fais ça quand il y a même des gens qui faisaient des chaînes secondaires de vlog. C'était pas considéré comme un contenu qualitatif. Moi, je me dis, mais non, en fait, je vais faire ce que je fais d'habitude, donc mélanger des sketchs et du contenu un peu produit et du vlog, ce qui n'empêchera pas que le contenu sera bien, au contraire. Et cette vidéo marche très, très bien quand elle sort. Et là, je me rends compte que, par contre, si je devais repartir, je ferais peut-être les choses autrement. Pour plein de raisons, pour l'environnement, pour plein de choses qui m'ont pas plu sur place, où j'avais l'impression de participer à quelque chose qui me plaisait pas. Et du coup, j'ai eu envie de voyager, mais de voyager autrement suite à ça. C'est arrivé très vite. La prise de conscience a été quasi immédiate sur place. Donc, je me suis dit, bon, il y a peut-être un autre moyen de faire. Et donc, ça m'a suivi dans tous mes autres voyages ensuite. Voyager, ok, mais voilà, en faisant attention à ce qu'on fait et attention à ce qu'on va dire sur place. Juste faire du tourisme, ça m'intéressait pas. Je pense qu'au moment où je poste la vidéo et que je vois aussi l'engouement qu'il y a derrière, alors que moi j'avais vraiment mis beaucoup de cœur à la faire, je me rends compte que peut-être il y a un endroit où je me sens vraiment bien de créer du contenu autour de cette thématique-là. Et je sens déjà dans mon cerveau que j'ai déjà envie de refaire ce type de contenu. Je sens très très vite que le tournant arrive et que j'ai envie de traiter plein d'autres sujets en rapport avec le voyage après cette vidéo-là. Et je sens aussi que les gens sont prêts à me voir faire des choses qu'ils ne me voyaient pas faire avant. Donc à ce moment-là, je me dis rien ne m'empêche. Je pense qu'il y a une prise de conscience globale qui s'opère à ce moment-là parce que à partir du moment où tu veux traiter un sujet et que c'est un sujet aussi grand que l'environnement ou la protection animale ou tout simplement tout ce que tu vas montrer dans tes vidéos, en tout cas moi personnellement, à partir de ce moment-là, je commence à faire très attention à ce que je dis, très attention à ce que je fais et à vérifier les informations que je donne. Et je pense que la porte d'entrée vers une prise de conscience, ça a été aussi de se dire, ok, tu vas traiter des sujets qui sont plus grands que toi, là maintenant tout de suite, il va falloir vraiment mettre le paquet pour que ce soit des informations claires et vérifiées et que ça devienne une ligne directrice d'être toujours le plus sincère et honnête possible, parce qu'il ne s'agit pas de mettre des paillettes dans les yeux des gens, il s'agit de donner un vrai ressenti et d'avoir un espèce de mouvement collectif autour de certaines problématiques. Donc très vite, quand je pars quelque part, j'essaye toujours d'y incorporer une raison très précise de parler d'un sujet. Donc par exemple, maintenant avec du recul, ça me paraît très étonnant, mais à l'époque, ça avait du sens. Je pars aux Maldives pour un festival environnemental qui mêle des scientifiques et des biologistes du monde entier et de la plongée en apnée. Donc le but, c'était d'aller là-bas, d'apprendre à faire de l'apnée et de pouvoir voir des animaux sans les déranger et avec le moins d'incidence possible. Sauf que je pars quand même aux Maldives pour aller faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de ça, c'était en 2017, donc maintenant les choses ont vraiment évolué dans ma tête, mais je voyage plus pour montrer des belles choses, je voyage parce que j'ai envie de raconter quelque chose. Donc sur place, je fais ce festival, je me rends compte que c'est hyper problématique d'être là, ne serait-ce que l'empreinte carbone, je commence à peine à m'y intéresser, les déchets sur place, je me rends compte que tous les déchets qu'on génère vont sur une île poubelle, je suis pas très bien à ce moment-là, mais à contrario, je suis dans un hôtel qui est juste lunaire et qui est incroyable. Et à côté de ça, j'apprends à faire de l'apnée et à protéger l'environnement. Donc, dans ma tête, déjà commence à s'opérer une espèce d'une dissonance qui est compliquée à gérer parce que je ne sais pas où me placer par rapport à ça. Mais je décide quand même, en revenant, de faire un contenu autour du chalutage en pleine mer et de l'apnée, etc. Mais du coup, je me dis, je ne veux plus faire juste une vidéo pour montrer comment c'est beau. Je veux raconter quelque chose sur place. Mais à ce moment-là, je fais avec les armes que j'ai et avec ce que j'ai appris sur place. En fait, j'ai aucune notion d'écologie. Mes parents ont toujours fait du mieux qu'ils pouvaient pour faire du tri, etc. Mais j'ai pas fait d'études dans ce domaine-là. Donc, je fais en posant des questions aux gens et en essayant d'apprendre. Donc, j'essaye de transmettre ce que j'ai appris sur place. Et c'est pas facile à ce moment-là parce que entre l'envie de voyager et l'envie de bien faire, des fois, c'est compliqué.
En prenant ce tournant-là, mes collaborations deviennent du coup de plus en plus fréquentes, mais j'ai la particularité d'avoir des clients qui sont un peu atypiques puisque c'est souvent des offices de tourisme ou des destinations en elles-mêmes. Donc ça va être peut-être des offices de tourisme en France ou des offices de tourisme à l'étranger ou des agences qui ont gagné l'appel d'offres d'une destination. Donc ça peut être, je dis n'importe quoi, Le Havre ou Tourcoing, mais ça peut être en France et à l'étranger. Et donc voilà, mes clients, c'est de créer du contenu autour d'une destination, de donner envie aux gens de se déplacer et de voir tout ce qui est possible de faire, de montrer en fait le meilleur de chaque destination sur place. Et à cette époque-là, c'est un client qui est un peu particulier parce que la plupart de mes camarades youtubeuses ont peut-être plutôt des clients qui sont plutôt des marques. Donc ça peut être des marques de beauté, des marques de mode, des marques de lifestyle, peu importe. Donc du coup, il y a ce truc de collaboration très clair, je trouve. Voilà, la marque m'a proposé de l'argent pour que je parle de ce produit-là. Il me plaît, donc je vous en parle. Moi, mon client, c'est quelque chose qui est presque pas palpable puisque c'est des offices de tourisme, c'est des destinations. Donc on reste sur la thématique du voyage. Donc à cette époque-là, je sais pas trop comment placer cette notion de partenariat parce que déjà, j'ai pas l'impression de travailler. C'est très important de le dire à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est une opportunité incroyable. Et la plupart du temps, je suis rémunérée pour créer ce contenu-là, ce qui est, à mon sens, normal. Je comprends très vite que mon travail mérite salaire, que j'y passe beaucoup de temps, que je m'investis beaucoup et qu'il n'y a pas de raison que je ne sois pas rémunérée pour créer du contenu sur une destination. Du coup, parfois, je ne sais pas comment amener la collaboration. Donc, c'était il y a maintenant un moment. Donc, je mettais tous les tags possibles autour de cette collaboration, mais on ne savait pas exactement ce qu'on devait dire. On n'était pas très clair sur cette notion de partenariat. Les gens ne pouvaient pas savoir si on était payé ou pas payé pour le faire. Et je me disais, c'est pas très grave puisque au final, mon contenu, il reste qualitatif, etc. Sauf que ça a duré très peu de temps puisqu'au final, je me suis dit, quand même pas clair. Quand je le voyais chez les autres, je me disais, mais il était payé, lui, pour aller là ou il y allait parce qu'il kiffe la Moselle, en fait. Même moi, je commençais à comprendre qu'il y avait un truc très, très flou qui me convenait pas du tout. Encore une fois, personne ne venait nous voir en nous disant, attention, on ne comprend pas la nature de ta collaboration. À l'époque, personne ne venait nous dire quoi que ce soit. Mais ce qui m'énervait déjà à l'époque, c'est de commencer à voir des hashtags AD. Je comprenais pas du tout. Je me disais, qu'est-ce que c'est AD ? Pour nous, en français, ça veut rien dire. Du coup, je disais quoi AD ? Après, j'ai compris que c'était advertising. Mais moi, mettre ad sur une destination, enfin sur un partenariat d'office, de tourisme ou de destination, je me disais, ça colle pas en fait. Est-ce que c'est vraiment le hashtag approprié ? Donc, du coup, on mettait pas, quoi. Et je me disais, bon, c'est quand même chelou, quoi. Mais bon, je me disais, tout le monde fait comme ça, donc du coup, je fais comme ça. À cette époque-là, il n'y a pas vraiment de notion d'être très transparent sur ses collaborations. Et je commence à me dire que c'est problématique. Les toutes premières fois où vraiment on a commencé à parler d'influence, en tout cas responsable, à l'époque le terme n'était pas aussi clair que maintenant. C'est des agences qui faisaient le lien entre la marque et moi. Par exemple, une fois j'ai fait un contenu pour une sortie de film. Et c'est donc un film américain. Donc l'agence avait des instructions très claires sur le fait de montrer le partenariat. Et c'est parce que j'ai travaillé avec cette marque, c'était une société de production américaine, qui, eux, m'ont demandé explicitement de mettre le hashtag ad, ou même c'était advertising. Je me suis dit, donc en fait, aux États-Unis, c'est déjà très en place. Pourquoi nous, en France, on n'a pas ça ? Parce que jusqu'à présent, personne, ni aucune agence, ni aucune marque, ni rien du tout, ne m'avait demandé clairement de afficher la collaboration. On mettait toujours « merci beaucoup à » et la destination. Genre, merci beaucoup à la Moselle de m'avoir invité. On aurait juste dit qu'ils avaient été gentils et qu'ils nous avaient invités, ce qui n'était pas vraiment vrai au final, puisqu'on était quand même payés pour travailler, tout simplement. Donc, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait peut-être un encadrement autour de la publicité sur Internet. Et ça a mis du temps parce que j'avais l'impression que ça ne s'appliquait pas aux gens qui faisaient du contenu sur les réseaux sociaux. Parce que c'était si impalpable au final. Mais j'ai commencé à le voir popper un peu partout, ce hashtag advertising, mais surtout chez les étrangers, pas en France. Il y a un moment très précis où je me suis dit,
j'ai envie aussi d'expliquer aux gens que c'est mon métier et que je gagne ma vie en étant rémunérée pour créer du contenu. Donc, en l'affichant clairement en disant partenariat rémunéré ou tout juste partenariat, ça me permettait aussi d'asseoir que c'était mon métier. Je pense que mon cheminement, il s'est fait comme ça et je sais qu'il est différent pour tout le monde. J'ai aussi commencé à apercevoir que de plus en plus de gens étaient de plus en plus transparents sur leur contenu. Pas trop dans le voyage encore, ça restait très tabou de se dire que tu étais payé pour voyager. Mais je me suis dit, si ça s'applique à des partenariats avec des marques de mode ou de cosmétiques, peu importe, pourquoi ça ne s'appliquerait pas à n'importe quel type de collaboration tout court ? Donc j'ai commencé à voir aussi de plus en plus de gens qui en parlaient, notamment, je me rappelle, il y a quelques années, je voyais Chloé Pandry expliquer qu'elle comprenait pas très bien pourquoi les gens cachaient leur collaboration. Et je me dis, waouh, et donc il y a des gens qui aussi sont sensibles à ça et qui se posent des questions. Et elle affichait toujours très clairement ses collaborations, etc. Et je me dis, c'est cool, c'est badass. Et en fait, on a tout à y gagner à faire ça et à asseoir notre crédibilité aussi en tant que créateur de contenu. Du coup, pour moi, c'est devenu assez naturel de me dire, à partir de maintenant, peu importe, je mettrai que c'est une collaboration rémunérée parce que j'ai rien à perdre. Je pense qu'il y avait beaucoup de peur derrière le fait de l'afficher et c'est irrationnel. C'est le regard des gens qui pourraient nous faire croire que c'est pas bien de gagner de l'argent avec notre métier. Sauf que quand c'est fait en pleine conscience, que tu fais pas 38 collaborations par jour, ce qui n'était absolument pas mon cas, il n'y avait pas de honte à cacher ces collaborations. Mais je pense que ça a pris du temps de se l'avouer. Et encore une fois, personne ne m'avait jamais rien dit. Donc il y a un moment donné où on a été obligé, et je me mets dans le même sac que tous les autres créateurs, de faire une prise de conscience un peu de son côté. Tant mieux si elle arrive vite, dommage si elle n'arrive pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça m'a rapproché aussi de ma communauté, d'être beaucoup plus transparent sur mes partenariats parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon quotidien. C'est ce qui permet que je puisse avoir un toit sur la tête et de me nourrir et de continuer à créer du contenu. Donc à partir de ce moment-là, j'avais plus du tout de problème à le dire, tout simplement. La communauté, c'est le point central de toute façon quand on est créateur de contenu. On n'est rien sans notre communauté, on n'est rien sans les gens qui veulent bien prendre du temps pour regarder le contenu qu'on crée. Il faut remettre les choses aussi à leur place. S'il y avait personne pour regarder nos vidéos, il y aurait personne pour regarder aussi les collaborations qu'on peut faire et le contenu qu'on arrive à créer avec d'autres moyens. Donc moi, j'ai toujours essayé de privilégier un lien très spécial avec ma communauté, même au moment, et surtout même au moment où j'ai pris un virage à 360, clairement passer de faire des sketchs dans sa chambre à faire du voyage, et ça peut ne pas intéresser tout le monde, et ça peut être très excluant aussi de faire du voyage. Donc en parlant aussi d'environnement, je me disais, ça nous concerne tous, il n'y a aucune raison qu'on se sente pas tous concernés ensemble, et puis surtout, j'ai pas de ton moralisateur, donc il y a aucune raison qu'on soit pas là à se poser des questions tous ensemble et à trouver des solutions. Mais bien sûr, dans ce virage-là, tu perds forcément des gens. C'est pas un problème en soi, ça peut être déstabilisant au début parce que la valeur de la communauté, parfois, pour certaines personnes et certaines marques, se quantifie en nombre d'abonnés. J'ai jamais eu l'impression que c'est le chiffre que j'avais qui pouvait donner de la valeur à mon contenu. Je trouvais que c'était beaucoup des fois et je me disais, ouais, ça fait tourner la tête. Mais du coup, je me suis dit, il faut toujours donner le maximum pour ne jamais proposer quelque chose qui soit pas à la hauteur à sa communauté. On ne prend pas les gens pour des cons. Si on est là, c'est pour faire des trucs trop cool tous ensemble. Donc du coup, garder le lien le plus honnête et sincère avec sa communauté, c'était un vrai point central pour moi. J'ai entendu parler du certificat de l'influence il n'y a pas si longtemps, vu qu'on vient de parler de choses qui sont très lointaines, grâce à mon agent, tout simplement, parce que j'estime aussi que c'est vraiment le rôle de tout le monde, autant agent que créateur, de se préoccuper de l'image et de la relation pérenne qu'on peut avoir et avec les marques et avec sa communauté. Et mon agent, qui fait partie du comité de l'ARPP, qui est très engagée pour que on ait les meilleures relations possibles avec les marques et avec sa communauté, qui m'a dit, il y a un certificat qui existe, j'aimerais beaucoup que vous vous renseigniez pour voir si vous avez envie de le passer. Pour elle, c'était inévitable qu'il allait falloir qu'on s'y intéresse parce que ça fait partie du b.a.-ba de ce qu'on devrait faire quand on commence ce métier, c'est de savoir que ce métier, il n'est pas lâché dans la nature, il est régulé, il est encadré et qu'il y a des règles à suivre qui s'appliquent à tout le monde. Et pourquoi il n'y aurait pas de règles à notre métier alors qu'il y en a pour tous les autres métiers ? Et maintenant, ça a du sens pour moi. Et ça m'a fait du bien de voir qu'il existait une façon de montrer aussi son engagement
envers la transparence avec sa communauté. Et du coup, j'ai décidé de passer le certificat assez vite. Et tous les autres personnes dans l'agence, on est 8, ont aussi décidé de le passer. On l'a tous eu. Et on voulait aussi montrer que c'était un vrai sujet et qu'on s'en foutait pas du tout. Et que maintenant, il allait devenir presque obligatoire d'avoir ce certificat pour pouvoir continuer à travailler. Et je pense que ça tend vers ça. Il y a de plus en plus de marques qui le demandent, de plus en plus d'agences qui ont besoin d'être assurées de savoir que la personne là pour faire les choses en pleine conscience. Maintenant, on n'a plus d'excuses pour dire qu'on n'a pas mis la mention, tout ça. C'est fini. Il n'y a plus d'excuses pour personne. Maintenant, on sait. Autant en être fier et de mettre clairement en application tout ce qu'on a pu apprendre pendant le certificat. Je pense qu'on a eu pendant longtemps un espèce de passe-droit parce que c'était un nouveau métier et que personne ne savait vraiment par quel bout le prendre. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que ça existe. 10 ans où on est passé par plein de phases. Il y a eu des dérives très rapidement dans l'influence parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Qu'aujourd'hui, je rejoins du coup ce que je disais précédemment. Avant, les marques et les agences allaient mettre beaucoup plus de budget dans des contenus de médias traditionnels, comme la télé, la radio, etc. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Je ne sais pas si c'est complètement l'inverse, mais en tout cas, les marques mettent beaucoup plus d'argent dans le digital. C'est comme ça. Donc, il y a énormément d'argent qui circule. Du coup, il peut y avoir énormément de dérives. Donc, je pense que c'est arrivé aussi, le certificat est arrivé au moment où ça commençait à coincer sur plein de trucs. Il y avait plein de trucs pas cool. D'ailleurs, on est en plein dedans avec Booba, là, en ce moment, et Magali Berda. Il y a, pour moi, différentes façons d'être influenceur. On peut pas mettre dans le même panier des gens qui vont faire de la télé-réalité, par exemple, et encore que, qui pourraient complètement faire de l'influence responsable, ce qui n'est pas toujours le cas, et des gens qui créent du contenu en essayant de raconter une histoire et de placer, mettre en valeur, valoriser un produit ou une destination. Donc, il n'y a pas de mieux ou moins bien. C'est juste deux partis pris complètement différents. Et du coup, les dérives, je pense qu'elles ont aussi coincé au niveau de la communauté. La communauté s'est dit, on se sent pris pour des cons. Soit on a acheté des produits qui ne fonctionnent pas, ou etc., où j'ai perdu de l'argent, ou on sent que c'est toxique et que ça nous projette quelque chose qui ne va pas. Tout ça, le certificat, en tout cas, et tel que moi je vois l'influence dans le futur, c'est aussi pour préserver la communauté. Et surtout, et c'est aussi pour pérenniser ce métier. Encore une fois, le but, c'est de durer dans le temps, de faire des belles choses, de raconter des belles histoires, de donner envie aux gens d'être inspirés, de savoir que tout est possible, mais de le faire bien. Le but, c'est pas de tout claquer comme ça, là, en 2 ans, après moi, le chaos. Voilà, je fais tout ce que je peux sur Internet et après, je m'en vais, j'engrange de l'argent et je me casse. Moi, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Et tous les créateurs de contenu que je côtoie ne voient pas du tout les choses comme ça. Donc, on grandit ensemble, on apprend à faire de ce métier un beau métier tous ensemble. Et je pense que l'influence a encore de très beaux jours devant elle. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, abonnez-vous pour découvrir chaque jour un nouveau témoignage et surtout, partagez-le autour de vous. Merci aux équipes techniques Laurent et Geoffrey d'Into the Wave au montage et à Amel Alnia à la coproduction et surtout pour ses conseils précieux. Et pour finir, un grand merci à tous les créateurs de contenu qui ont participé à cette capsule, qui ont accepté de prendre la parole sur le sujet de l'influence responsable. Et bien sûr à leurs agences, Grosse, Point d'Or et Serette Production. À bientôt!